de la transformation profonde d'une économie et de la modernisation de cette économie. L'une des clés du succès de cette transformation, c'est la gouvernance participative, parce que les projets et programmes s'exécutent sur les territoires communaux. Et c'est dans ce cadre que le chef de l'État a instruit pour que soit organisée cette séance avec vous. Le partenariat en gestation au bénéfice des 5 communes du Grand Okoué s'articule autour de 4 projets structurants. Pour l'exposé du contenu, c'est le ministre Didier Tonato qui était à la manœuvre. Les contours des projets qui vont transformer en profondeur les communes du Grand Okoué ont été passés en revue. Le gouvernement a fait le choix de réaliser la totalité du schéma directeur d'assainissement de la ville de Cotonou, à savoir l'assainissement primaire et l'assainissement secondaire au terme, à savoir en 2021. Ce programme asphaltage va dynamiser substantiellement les économies locales et l'accroissement des ressources des communes. Et donc, le Grand Okoué, à lui, tout seul, représente à peu près les 2 tiers du projet asphaltage. Le gouvernement a également un programme qui s'appelle le programme Ville durable, qui est le programme structurant de l'ensemble des villes et sur lesquelles les interventions ont également commencé. Le défi du développement durable nécessite une synergie d'action entre l'État central et les collectivités locales. Le président Patrice Talon a clairement affiché son engagement. Les chantiers annoncés seront réalisés pour le plus grand bonheur des populations. Nous ne sommes pas politiques. Rien n'est politique, rien ne sera politique. Il s'agit d'améliorer notre cadre de vie commun. Et si nous avons rassemblé les 5 communes qui sont Samek-Podji, Porte-Novo, Ouida, Cotonou, Roubaix-Calavi, c'est parce qu'il y a 3 projets qui vous concernent spécifiquement. On rencontrera quelques autres communes après pour des projets qui les concernent spécifiquement. Puis, le bitumage, le pavage, l'asphaltage des rues de ces 5 communes, avec lampadaires dans toutes les rues, les feux tricolores partout. Quand on aura fini, il n'y aura plus une seule rue qui n'aura pas de feu tricolore ni de feu d'éclairage. Ça concerne les 5 communes. Quand l'appel d'offres sera lancé en juin, c'est notre appel d'offres. Les entreprises qui seront sélectionnées, les contrats qui seront signés avec vous et nous. Et la mission sera accomplie pour notre intérêt commun. Le dernier programme qu'il a cité, celui des marchés, concerne essentiellement Cotonou. Ce qui est arrêté définitivement, c'est surtout les 35 marchés de Cotonou. Ce sera des marchés modernes. Des marchés qui vont nous amener nous-mêmes à moderniser nos maisons parce que les marchés seront plus beaux que nos maisons. Le président de la République a aussi indiqué que le contrat État-parti, qui expose clairement les engagements des 2 parties, sera signé après l'examen des clauses par les conseils communaux et municipaux. Et dans cette dynamique, un modèle type de la convention cadre a été laissé à l'appréciation des 5 locataires des hôtels de ville et des membres des conseils communaux et municipaux. À l'issue de la réunion, c'est un sentiment de satisfaction qui a été noté dans le rang des maires du Grand Okoué. Les 5 locataires des hôtels de ville de Cotonou, Ouida, Roubaix-Calavi, Porte-Novo, Samek-Podji ont aussi saisi l'occasion pour exprimer certaines doléances. On les écoute. Je voudrais ici saluer la démarche inclusive du gouvernement, ce nouveau mariage de raison entre l'État central et les communes présage d'un développement harmonieux et durable des collectivités territoriales. Les sujets mis en débat ici, c'est vrai, sont de ressort textuel de la compétence des communes, mais l'État central a décidé d'accompagner. L'État central a décidé d'aider. L'État central a décidé de faire un bond qualitatif
afin d'améliorer les conditions de vie de notre vaillant et laborieux peuple. Le choix de ces préoccupations qui concourent à la modernisation de notre ville et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations témoigne, encore une fois, de votre ambition pour la cité métropolitaine de Cotonou. Monsieur le Président de la République, vous avez rassuré les maires et les différents conseils municipaux et communaux de votre volonté de travailler avec nous, la main dans la main. Nous souhaiterions que, en plus du programme d'urgence que vous projetez, qu'on prenne en compte le renforcement des capacités de la ville à faire face à l'entretien des ouvrages projetés. Et je m'en voudrais, Monsieur le Président de la République, de ne pas évoquer deux éléments de blocage que nous souhaiterions très respectueusement que vous puissiez, disons, dénouer. Il s'agit de la salubrité, et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, Monsieur le Président de la République, nous ne sommes plus en contrat avec aucun prestataire. Nous voudrions vous demander de faire en sorte que la préfecture puisse approuver les contrats que nous avons apprêtés pour réhabiliter un certain nombre d'infrastructures marchandes. Je voudrais aussi vous remercier très sincèrement pour nous avoir appelés à la présente séance de travail qui participe de l'ouverture de votre gouvernement en direction des communes et donc de votre volonté de ne pas travailler en vase clos par rapport aux lois de la décentralisation. Vous avez dit qu'il y a un grand projet du tourisme pour Ouida, ça ne nous suffira pas. Ouida, nous avons un grand marché très connu sur le plan national qui est Paou, et je souhaiterais que vous puissiez faire un marché beaucoup plus grand parce que c'est un marché qui est actuellement dans un état désastreux. Nous ne pouvons pas accepter que nous continuions au bord de la voie. Nous avons, dans nos priorités, n'ayant pas de grands moyens, nous avions prévu de commencer par améliorer l'entrée de la ville de Porto-Novo. Parce que quand vous rentrez dans une ville, c'est d'abord l'entrée. Notre souci principal, c'est d'aménager l'entrée, de construire un hôtel de ville digne de ce nom. En dehors de l'hôtel de ville, qui doit être à l'entrée, qui doit accueillir tous ceux qui rentrent dans la ville et tous les aménagements qu'il faut faire pour l'entrée, nous avons prévu que la berge ouest lagunaire, qui est un trésor abandonné, nous avons fait des esquisses là de ce que ça pourrait être. Le projet de revêtement des voies, ça paraît important. Si nous devons révéler Porto-Novo au monde à travers sa culture, à travers son vaudou, à travers ses masques, il faut que les gens, ceux qui viennent à Porto-Novo, puissent circuler. Je veux qu'on replace la commune de Semempodji dans son sens, dans son contexte, mais c'est une ville qui a été délaissée, oubliée, par méconnaissance. C'est une commune qui est en interface directe du Nigeria, le plus grand marché africain. C'est inadmissible qu'on puisse comprendre ou savoir tout coup qu'une commune qui relève ou qui constitue le vivier de l'économie d'une nation, sans que cette commune ne soit prise en charge entièrement. Vous entendez travailler et conscient et convaincu de l'approche que de la démarche méthodologique du ministre de Cadre de Vie depuis qu'il est en train de travailler avec nous. Je suis rassuré de dire la convention État, collectivité, ce n'est que ça qui peut sauver notre pays. Chers collègues, ratifions vite.
Les populations de Parakou et environ savent désormais le contenu réel du programme d'action du gouvernement. Les 4 ans à venir, c'est le ministre d'État chargé du développement et du plan, Blaise Biotchane, qui a échangé avec ces populations à l'occasion de sa tournée d'information dans le septentrion sur le PAG. Témoin de l'événement, Nestor Sela. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, à Parakou. Objectif, échanger avec les populations de Parakou et environ sur le contenu du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Occasion pour l'autorité municipale et départementale d'exposer à leur hôte les préoccupations et difficultés de leurs administrés. Monsieur le ministre, la 3e ville à statut particulier du Bénin et la référence de la partie septentrionale du pays ne dispose pas d'un centre de conférence capable d'accueillir de grandes rencontres. La deuxième préoccupation est la mise en service de l'aéroport de Tourou et le port sec de Parakou, dont les avantages ne sont plus à rappeler. Il s'agit entre autres de l'impraticabilité des voies, surtout en saison pluvieuse, du manque d'eau potable dans certaines zones rurales et par endroits dans les grandes agglomérations, de la non-couverture de toutes les localités en énergie électrique. Aux préoccupations des uns et des autres, le représentant du gouvernement apporte des réponses et rassure. Il nous faut réformer notre système politique et notre système partisan. Et c'est l'objet de la proposition qui a été faite. Mais il nous faut réformer notre système économique. C'est pour cela que, premièrement, dans le PAG, il y a un paquet de 77 réformes. Sur plus de 300 projets pour appuyer ces réformes-là, donc 45 projets phares. Et nous avons prévu près de 6 000 km de routes à bitumer. Il nous faut accroître les capacités de notre port. Il nous faut construire un nouvel aéroport. Et bien sûr, mettre en fonction, mettre en service l'aéroport de Tourou. Et partout, il nous faut de l'électricité. Parce que autant nous nous plaignons de ne pas avoir d'électricité dans nos maisons, autant c'est le premier obstacle à l'investissement dans notre pays. Ce programme d'action du gouvernement est de plus de 9 000 milliards de francs CFA. Et je peux vous assurer, nous sommes sur la voie de réunir cet argent. Parce que le PAG, ce ne sont pas des actions à mettre en œuvre par le gouvernement et c'est terminé. Il nous faut l'implication de chaque citoyen dans ces projets, dans ces réformes. Le Bénin révélé, c'est 4 secteurs principaux: l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'éducation. Et pour le ministre d'État, la réussite de ce programme d'action du gouvernement dépendra aussi de l'implication de toutes les forces vives de la nation. Le réseau national d'animation des mouvements d'enseignants soutenant le président Patrice Talon a tenu son premier conseil ordinaire ce samedi à Cotonou. Les enseignants ont fait du lancement officiel de ce conseil une tribune pour réaffirmer leur attachement aux idées prônées par le président de la République. Reportage Ghislain Pourri, Hamatou Lavani. Elles se mettent ensemble, les associations d'enseignants soutenant les actions du chef de l'État. Elles font partie à présent d'un réseau, le réseau national des mouvements soutenant Patrice Talon, RENAM-PT. Les associations fédérées au sein de ce creuset veulent en faire une instance d'étude, d'analyse et d'appui aux actions du président de la République. Le Conseil national du RENAM-PT se propose de faire un décryptage des grandes actions phares du gouvernement, de passer en revue les réformes politiques et socio-économiques. Nous devrons renouveler notre ferme engagement à soutenir les actions positives de développement du gouvernement. Par ce premier conseil national ordinaire de leur mouvement, les enseignants comptent redynamiser les structures de base. À la tribune, le représentant du président Patrice Talon transmet le message du chef de l'État. Je me fais le devoir de vous transmettre les sincères et chaleureuses salutations du président Patrice Talon. Je compte beaucoup sur vous, car votre rôle est très important dans le développement de notre pays, le Bénin. Il invite ses éducateurs à promouvoir l'excellence dans leur domaine d'activité pour le bien de toute la nation. Je vous exhorte donc à promouvoir les bonnes pratiques dans les différents ordres d'enseignement et à être des références pour nos apprenants, car l'avenir du Bénin,
c'est sa jeunesse. Ils se sont donnés aussi pour mission d'apporter la bonne information aux populations afin de barrer le chemin à l'intoxication. Le préfet du département de l'Atlantique a passé en revue toutes les réalisations du gouvernement dans son département. Jean-Claude Kodia en a profité pour jeter les bases des futurs chantiers du PAG dans ces arrondissements. C'est à l'occasion d'un point de presse tenu ce samedi à la préfecture à Alada. Patrick Bénon, Chiramouba. Ce point de presse vise à informer les populations des réalisations du gouvernement depuis un an. L'un des symboles forts étant l'autonomie donnée aux préfectures par le chef de l'État. Le chef de l'État a instruit pour que le système de délivrance de la carte nationale d'identité soit installé dans toutes les préfectures. Et ce n'est pas tout. En dehors de quelques cas de petite criminalité, la grande criminalité au Bénin est jugulée. En moins d'un an, une centrale électrique d'une puissance de 120 MW a été installée sur le site de Maria Gleta à Abomey-Calavi. Le chef de l'État s'est employé à restaurer la cohésion et la paix au sein des dignitaires du culte vaudou à Ouida. Je voudrais, avec vous, maintenant, et ici, saluer l'opération de libération des espaces publics. Le préfet Jean-Claude Kodia est également et surtout conscient des projets en cours de réalisation dans le département de l'Atlantique. Il s'agit de la construction de l'aéroport de Glodjibé, la construction du port de Womé, le projet de réhabilitation de Gambier qui va totalement réinventer cette cité lacustre, le projet de la route de l'esclave, la construction de l'hôpital de zone de Tofor Zé Alada, la construction de 11 500 logements à Wedo, la construction d'une cité administrative à Akhosoubeta, l'asphaltage, le pavage et l'assainissement des villes de Ouida et de Calavi en ce qui nous concerne. La liste n'est pas exhaustive, a indiqué le préfet au regard de ce bilan. C'est l'homme qui est proche de son peuple. Je crois que le peuple, bien éclairé et bien accompagné, pourra et déjà le soutient dans l'exécution de son programme d'action pour que le miracle soit. Il invite les populations à la sérénité afin d'assister à tous ces projets annoncés par le gouvernement de la rupture. Depuis hier, les populations des départements du plateau n'ont pas bénéficié donc d'énergie électrique. Une panne technique imprévisible en est la cause. Il s'agit du transformateur de la communauté électrique du Bénin qui alimente ce département qui est tombé en panne. À cet effet, le directeur général de la SBE était l'invité du 13h sur notre chaîne. Il a expliqué les causes de cet incident. Il en a également profité pour rassurer les populations. Au propos de l'écouter une nouvelle fois. La première chose, c'est que la CEB, qui est propriétaire de cet équipement-là, est déjà sur le terrain et travaille pour le remplacement de l'équipement qui est défectueux. Il s'agit d'un transformateur de 35 MVA, 161 kV et 20 kV. C'est un équipement très lourd qui alimente aujourd'hui près de 12 000 clients de la SBE. Alors, ils sont sur le terrain, ils vont travailler pendant 10 jours pour le remplacement de cet équipement. Mais aujourd'hui, pour montrer la dynamique dans laquelle se trouve la SBE et sa réactivité à prendre en charge les problèmes du système électrique et tout l'effort du gouvernement pour enrayer définitivement le délestage, nous avons sur notre territoire 180 MW de groupes électrogènes qui ont été mobilisés et nous allons faire un déplacement d'équipement des groupes électrogènes de la centrale de Vedoko sur le site où s'est produit l'incident pour réalimenter les populations. D'ici 48 heures maximum, les populations de Kétou, de Pobé, de Wenhi seront réalimentées par la SBE en attendant que la CEB ne finisse son travail. Il ne s'agit pas du délestage, puisque le gouvernement a mis tout l'effort pour concentrer sur notre territoire 180 MW d'équipement qui, en cas de disparition de l'énergie du Nigeria, peut suppléer aux clients et apporter l'énergie qu'il faut. C'est le lieu de présenter les excuses de la CEB et de la SBE aux clients et de les apaiser
pour leur dire que la SBE a une nouvelle dynamique, c'est celle de prendre en charge et à bras le corps tout de suite chacune des préoccupations de la clientèle. Nous les rassurons que d'ici quelques heures, la situation sera rétablie. La 33e édition du concours international Charles Rousseau de procès simulé a pris fin hier à l'université d'Abomey-Calavi. C'était la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne, le Bénin précisément, accueille cette compétition. Depuis une semaine, 20 universités d'Afrique francophone et occidentale ont, à travers des plaidoiries, tenté de résoudre des cas soumis à leur appréciation. Le point de la finale avec Bresti Bozo et Rachida Biomama. Nous sommes bien dans une cour, mais celle-ci n'est pas réelle, elle est fictive. Pas plus que ne le sont les juges, les deux États et le litige sujet de droit international. L'exercice ici est pédagogique et oppose pour cette finale la République de Grand Popo, représentée par l'Université libre de Bruxelles, le défendeur, à celle de Loméland de l'Université de Sherbrooke, le demandeur. Les critères qui vont servir à évaluer les étudiants, c'est d'abord la connaissance du droit international public, le raisonnement et les réponses aux questions qui ont été données. Il y a aussi les questions de forme qui sont importantes, donc les habiletés oratoires, la capacité des étudiants à bien s'exprimer et enfin, un dernier critère, c'est les observations finales. Le cas mis en situation est une composition du professeur Dandy Amo, co-organisateur avec son homologue Ibrahim Salami de cet événement soutenu par le réseau francophone du droit international. Le thème de la compétition, en fait, c'est du droit international, mais on les a fait travailler sur l'affaire dite de la plateforme de CMMIT, et qui met en jeu, en fait, des notions relatives au droit international de la responsabilité et au droit maritime, avec une particularité, c'est que nous avons introduit la cyberattaque dans le cas, ce qui permet aux étudiants de réfléchir sur un contexte qui n'est pas consolidé en droit international. Et là, pour moi, c'est un plaisir de voir des femmes qui plaident avec humour, qui annoncent qu'on arrête pour leur poser des questions et qui arrivent à répondre en droit. Et c'est une manifestation scientifique qui donne l'occasion de mettre le Bénin sur orbite du droit international, de mettre l'Université d'Abomey-Calavi sur orbite du droit international. Après l'exposé des arguments et la délibération du jury, dirigé par le président de la Cour internationale de justice, Abraham Roni, l'Université de Sherbrooke du Canada est sacrée championne de l'édition 2017 du plus prestigieux concours de droit international dans le monde francophone. Une compétition que le Bénin a quittée en phase éliminatoire et qui a enregistré 2 équipes féminines finalistes. Et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2017, le groupe Initiative 12 a organisé une formation à l'endroit des journalistes. Objectif: renforcer les capacités des professionnels des médias. Rebecca Kenyaoundé, Edmond Humba. Comment renforcer les capacités des acteurs des médias afin de leur permettre de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable? Cette problématique était au cœur de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Il s'agit pour les journalistes d'appréhender les enjeux et les défis liés à l'exercice de leur métier. L'objectif, c'est d'amener chacun à être plus compétent, à revisiter les préceptes et les concepts de ce métier que nous exerçons là, à se replonger dans la déontologie, dans la législation en matière de presse et surtout les éléments qui concernent les questions de la sécurité du journaliste, les questions de l'investigation. Par cette rencontre, le groupe Initiative 12 entend consolider les liens d'amitié, d'entraide et de solidarité entre les journalistes. La presse béninoise a des forces dans la construction de notre nation, dans la construction d'une nation pacifique. Au même moment, nous avons des faiblesses qui font aujourd'hui que la corporation a du plomb dans l'aile. Je pense que nous avons pensé à l'initiative 12 que c'est à nous de corriger ces faiblesses-là. C'est à nous de nous réunir autour d'une table, autour des panels, pour corriger les maux qui minent notre corporation. Le groupe Initiative 12 milite ainsi pour une presse professionnelle.
Sport maintenant pour boucler cette édition. La quête des playoffs, Renaissance Basketball Club a affronté Espoir Basketball Club à Cotonou. Une rencontre âprement discutée qui a vu Renaissance prendre le dessus sur son adversaire, 73-63. C'est le score final. William Bassabi. Renaissance en blanc, Espoir en bleu nuit. Un duel sans merci entre deux équipes masculines de Cotonou à la quête des playoffs. Dans une partie âprement disputée, où les deux équipes se sont données coup pour coup, la victoire est revenue à Renaissance qui s'impose par 9 points d'écart, 72-63. Un écart creusé dès les 2 premiers quarts-temps que Renaissance, très joueuse, attaque pied au plancher avec son 5 majeur, Festus, Cédric, Abbas, Serge et Dieng, 15-11 et 28, soit 35-19 à la pause. De retour sur le parquet en dur, Espoir élève son organisation défensive et bouscule Renaissance. Le troisième quart-temps tourne en sa faveur, 18-10. Sonné, Renaissance joue son va-tout au quatrième quart-temps, mais en face, les automatismes de la machine Espoir sont tuilés avec l'expérimenté Camilo qui fait parler son adresse. Renaissance remporte d'un petit point le dernier quart-temps 27-26 au bout du suspense et gagne le match sur le score de 112-103. Beaucoup de tension parce que je crois que l'équipe en face aussi avait un objectif. Et je crois que les deux objectifs que les deux équipes avaient, c'était de gagner. Et nous, on voulait gagner de plus de 7 points. Et eux, je crois qu'ils voulaient nous faire gagner de moins de 7 points. Ouais, c'est ce qui a vraiment donné cette tension et du beau game aussi, je crois. C'est vrai que je disais l'objectif était les playoffs, mais il y avait ce match de classement qu'il fallait qu'on arrive à gagner pour être dans un bon classement en fait, pour les playoffs. Et je crois maintenant que notre objectif a été atteint là pour cette phase et je crois que pour les playoffs, on va encore mettre le paquet. Un écart pas trop exagéré, court, mais ça ne nous permet pas sur l'ensemble des 2 matchs d'être devant. Nous analysons ça par le manque d'aplomb qu'on n'a pas mis en premier quart-temps et en second quart-temps, qui nous a laissé avec un écart de 16 points à remonter. On finit à 9 points. L'équipe est à féliciter pour le retour, pour les 2 quart-temps qu'on a su gérer tant bien que mal pour réduire l'écart. Mais malheureusement, ceci n'a pas été suffisant pour gagner le match. On va redoubler d'efforts, les playoffs sont à venir, nous allons apprendre de nos erreurs et revenir plus fort pour mieux animer le basket béninois sur les playoffs. Parfois tendue, cette opposition Renaissance-Espoir, qu'on peut qualifier de l'un des derbys de Cotonou, a tout simplement tenu ses promesses. Eh bien, ce journal se referme également. Merci pour votre fidélité à 23h. Jérôme Mouba pour le JT Soir. L'édition qui vient de s'achever, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.